Voilà, donc c'est Pascal. Il est dimanche 28 avril 2024 à Moscou. Je voulais, avant d'aller à la messe, quelque chose m'est passé par la tête. Je voulais partager avec mes frères congolais. Peut-être un jeune garçon, un jeune homme, une jeune femme. Euh, Tu te trouves dans une peut-être situation et voilà, tu ne sais pas si quelqu'un est passé par là. J'aime bien partager des anecdotes pour juste encourager les gens. Voilà, je ne sais pas qui ça va encourager. Mais j'étais jeune, je me rappelle, j'avais à peine 12 ans, je venais de finir l'école primaire à Likassi. Likassi, c'est une petite ville qui est à 120 km de Lubumbashi. Petite ville qui était à l'époque très pauvre, pas ce que Likassi est devenu aujourd'hui. Voilà, après mes écoles primaires, j'ai devais maintenant aller joindre l'école secondaire. Mais je ne voulais pas rester à Likassi. J'avais vraiment envie d'aller étudier ailleurs. Maintenant, comment on fait? Les parents n'étaient pas pour parce que les années avant, il y avait un aîné à moi qui était allé à Lubumbashi aussi étudier. On avait un problème. Il restait chez une famille un peu, dans une famille un peu lointaine, et ça avait causé beaucoup de stress dans la famille, et il s'est retrouvé dans un internat. Il y avait trop de stress à propos de sa vie à Lubumbashi, les ressources, comment on appelle, les moyens. Donc, bref, les parents étaient frustrés. Quand j'ai exprimé mon désir aussi de suivre dans le même pas, ils ont dit, pas question, surtout ma mère. Ma mère a refusé, elle était catégorique. Et parce que là où mon frère était resté, c'était quelqu'un qui était relaté dans la maman, quoi. Et donc, n'empêche, j'ai essayé de pousser le paquet. Je me suis trouvé à Lubumbashi, j'ai fait l'examen à Don Bosco et j'avais réussi. Donc, j'ai refusé d'aller dans les autres écoles de l'ICASI pour que j'oblige mes parents à me trouver à Lubumbashi. Ça s'est fait. Mais c'était vraiment contre leur gré. Moi, j'étais tout content. Alors, les premières semaines, quand j'arrive à Lubumbashi, je me trouve dans la même famille là où ma maman ne voulait pas que j'aille parce que, franchement, ma maman Nyonga était une femme très compliquée. Voilà, c'était ça son nom. Je ne sais même pas si elle est en vie. God rest soul. Voilà. Les stress commençaient tout de suite et je devais quitter. Mais je me suis déjà inscrit, l'année a déjà commencé. Alors, un autre frère à moi, Jean-Claude, qui était à l'université Lunilou, quand on lui a briefé l'histoire, donc le problème que j'avais, il a suggéré une solution. D'abord, shout out to Jean-Claude, parce que quand j'y pense aujourd'hui, à mes 50 ans, c'est une histoire de malade. Jean-Claude décide que je puisse les joindre à l'université de Lubumbashi, rester avec lui dans sa chambre, du bloc 10, je crois, si je ne me trompe pas. Là où il habitait, je crois, partager la chambre avec un ami. Bon, il a dit que ce serait pour un bref délai, le temps qu'on réfléchisse comment on va faire les choses. Si je vous dis que ces petits moments, c'était quelques mois, j'étais sur le campus. Si je vous dis que ces quelques moments ont changé le parcours de ma vie, croyez-moi. J'étais excité d'être à côté de mon frère, j'étais protégé, j'étais le plus petit sur le campus. Vous vous rendez compte, j'ai porté l'uniforme pour qu'on ne puisse pas me bouler. Donc, les boulets, c'est quand tu viens sur l'université, on doit te bouler, couper les cheveux. J'étais tellement jeune pour faire bouler, parce que j'avais à peine 12, 13 ans, qu'on m'obligeait de mettre l'uniforme sous le campement. Je ne sais même pas si c'était officiel, légal, pardon, de se retrouver sur le campus à cet âge et utiliser l'internat à partager avec son frère. Je crois que c'est une histoire unique. Je crois même dans le monde d'ailleurs, même dans le monde. C'est à vérifier, mais je crois pas qu'une histoire comme ça existe. Je reste sur le campus. Je prends le bus pour aller, donc les bus des étudiants, pour aller le matin à la ville de Lubumbashi, et puis je devais maintenant marcher quelques distances pour aller à Don Bosco, là où j'étais inscrit. Et j'ai retourné sur le campus, sur l'arrêt des bus, je crois, à Roachi, quelque chose comme ça. Il y avait beaucoup d'activités. J'ai pris le bus pour aller au campus et rester dans la résidence avec mon frère. Et voilà. J'ai fait ça pendant beaucoup de mois avant qu'on trouve une solution. Je me suis trouvé à la Cité des Jeunes comme internat et j'ai fait un autre parcours par là. Mais je retourne d'abord sur l'histoire elle-même qui m'a poussé de parler aujourd'hui. C'est le campus. C'est les campus.
quand j'étais sous les campus, j'étais un jeune, donc quand les grands voulaient peut-être envoyer des lettres dans les dortoirs des femmes, il n'était pas permis d'y entrer. Comme moi j'étais jeune, inoffensif, on me laissait entrer. Donc je faisais un peu ces rôles pour les gens sur les campus, mais mon frère ne me laissait pas beaucoup. Et je ne devais pas beaucoup aussi me promener sur les campus. Quand j'ai quitté, je restais ferme dans les dortoirs pour éviter qu'on puisse me chasser. Mais c'est fait que les gens ne payaient même pas attention vraiment à moi. Il y avait des moments où je me trouvais, comme on sait, on doit cafouiller pour entrer dans les bus de l'université. J'étais petit, les gens cafouillaient, comme certains me connaissaient, quand ils entraient, ils me prenaient par la fenêtre pour me faire entrer dans les bus. C'est que je ne ratais jamais les bus. J'étais petit, je ne ratais jamais les bus parce que les gens entraient et puis après ils me prenaient, boulet, boulet, ils me prenaient par la fenêtre et j'entrais sur les campus. C'est comme ça que ça s'est passé. Et j'aimais bien ça parce que je ne faisais jamais la queue. Et donc, j'étais sur le campus, j'allais à l'école et j'y retournais sur le campus. Mais quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé, je ne savais même pas. Ça m'a pris beaucoup de temps pour méditer sur ça et voir comment ça m'a impacté dans la vie. C'était quoi qui m'a impacté? Le campus, quand j'y restais, on s'est lavé avec les seaux parce qu'il n'y avait pas de douche. Il fallait aller chercher de l'eau avec les seaux, monter avec, c'est laver. C'est tellement courant quand on est dans un pays pauvre de trouver ça normal. Voilà, c'est laver avec le seau. Ça, je n'y payais vraiment pas beaucoup d'attention. Il fallait chercher de l'eau. Mon frère des fois m'aidait, j'ai cherché de l'eau et voilà. Mais ça, la chose qui m'a choqué, je crois qu'il m'a même traumatisé, c'est que le jour où on était sur la première fois que j'étais sur le campus, mon frère m'a dit, prépare-toi, mets les chaussures, on va aller au bloc 11. Moi, je suis très excité. J'ai dit, voilà, mon frère va sûrement m'amener parce qu'il avait beaucoup d'amis. Il avait une petite amie, je crois, sur le campus. Je sais même pas, mais je voyais des activités. Il y a des moments où je devais quitter le dortoir. Donc, j'étais jeune, donc c'était tellement amusant. Il m'a dit, on va aller au bloc 11. J'ai mis mes chaussures, culottes, boum, on part. Et on commence à sortir l'enceinte du campus. Et je me dis, bloc 11, c'est où bloc 11? On continue, on entre dans la brousse. On continue. Et quand on arrive au milieu de la brousse, on passait certaines personnes qui retournaient et certains qui étaient pratiquement derrière nous, mais qui allaient dans d'autres directions. Il me dit, voilà, toi tu t'arrêtes ici, moi je continue. Et puis il me donne du papier. Il me dit, petit, il n'y a pas de toilettes sur le campus, hein. C'est ça les blocs 11. On vient faire les besoins ici et on rentre sur le campus. Voilà, donc si tu ne sais pas le faire ici, petit, tu viendras ici la nuit. Je dis, pour du vrai, il me dit, hein, pour du vrai, parce que tu crois que j'ai mes points avec les papiers hygiéniques juste pour rigoler. Donc voilà, il me laisse là, il part quelques mètres après, j'ai fait mes besoins, je rentre. Et c'était la culture. On allait toujours au bloc 11 et on faisait les besoins la nuit, avant la nuit, et on rentrait se laver et la vie continuait. Vous vous rendez compte, tu as 13 ans, tu vis une vie comme ça et tu trouves que c'est normal. C'est normal dans ta tête. Il m'a fallu beaucoup plus d'années quand j'ai quitté les Congo. Au fait, j'avais aussi même grandi un grand dégoût, d'abord, des conditions sanitaires de l'université, sans même les savoir. J'avais refusé. Je me rappelle quand j'étais maintenant allé à l'internat. Et quand j'avais fini l'examen d'État, on nous donne des formes pour remplir, pour choisir, comment on appelle, la faculté où tu veux aller continuer sur l'université. Je disais, comme en blaguant à mes amis, je ne retournerai jamais à l'université. J'ai déjà fait ma part d'université. Et quand on avait donné les formes, je n'avais rien rempli et j'avais raté l'inscription. Ça, c'était aussi pour obliger encore ma famille de me faire aller ailleurs. Au fait, je croyais que c'était amusant, mais il y avait un dégoût qui était né aussi en moi que je n'avais même pas compris. C'était un dégoût sur les conditions sanitaires, l'injustice, la saleté. Quand maintenant j'étais ailleurs du pays, j'étais en Afrique du Sud, j'ai vu les conditions des autres universités, comme à Veut et Technikon, Gare. Là, j'ai trouvé que non seulement je venais d'une famille pauvre, mais je venais aussi d'un pays pauvre et désorganisé. Je vous garantis aujourd'hui, je ne sais pas, mais la dernière fois j'étais au Congo il y a quelques années, au-delà des 6 ans, les conditions sanitaires étaient les mêmes que j'avais laissées à pratiquement 25 ans. S'il y a quelqu'un peut-être qui peut me contredire qu'il y a des toilettes sur l'université de Kassap aujourd'hui, bien construites, que Dieu soit béni. Mais
si les conditions sont les mêmes, ça doit être la réflexion de notre pays. Donc, ça veut dire que on met comment on appelle, pratiquement les gérants de demain de la société. On leur donne une université, là où ils développent leur académie, mais leur social, leur morale, en même temps, est en train d'être détruit. Leur confidence est en train, leur dignité est en train d'être volée. Moi, je crois pas que ça, c'est la main juste de l'homme. C'est en étant spirituel que j'ai compris, en grandissant dans la spiritualité, que j'ai après compris que rien ne s'est fait au hasard. Satan peut vraiment saisir des moments, des opportunités et investir la médiocrité dans les gens au point où on peut se battre avec les constitutions. Qui d'ailleurs, je suis en train d'étudier notre constitution, je l'ai mentionné dans la vidéo passée. Voilà. Donc, à la fin, le Satan peut te mettre dans une société où chaque fois quand tu passes pour aller vers quelque part là où tu apprends quelque chose, hein, tu dois passer par quelque chose qui t'est ravi aussi, une forme de dignité, de personnalité, de forme de moralité, parce que tu accumules ici, mais ils volent de l'autre côté. Ça me rappelle, juste en passant, une anecdote en Afrique du Sud. Il y avait quelqu'un qui avait ouvert un grand club, comme on appelle. Il y a mis dans le club là-bas, ça s'appelait, je crois, des Grandes, un grand buffet. C'était le plus grand buffet du pays. Je crois que même dans les pays du monde, il n'y a pas des buffets comme ça. Et c'était très moins cher. Mais ce type, qu'est-ce qu'il a fait? Pour aller manger dans les buffets, tu dois passer quelque part là où les femmes dansent nues, les femmes qui dansent les pole dance. Donc, en fait, les compagnies prenaient des tables là-bas pour amener leurs agents manger là-bas. Mais en passant pour aller manger, ils devaient voir des femmes danser nues. Et vous savez combien de gens ont été détruits juste en allant manger. C'est ça que Satan fait. Un peu, j'ai utilisé cette anecdote, je la ferme. Les étudiants étaient ici pour étudier, mais quelque part, ils volaient la dignité. Combien de ces gens aujourd'hui sont dans notre société aujourd'hui, qui ont trouvé normal d'aller faire leurs besoins en brousse, tous les jours pendant des années. Moi, j'étais là pour quelques mois, sans se plaindre, trouver ça normal. Et aujourd'hui, ils sont dans la société. Pourquoi maintenant, vous comprenez, dans notre société aujourd'hui, tu peux trouver quelqu'un qui parle bien français. Hein, je m'efforce de parler français. J'ai fait 30 ans en dehors du pays. Je parle anglais. Il parle bien français. Il s'habille bien. Il passe à la télé. Waouh! Génie, expert. Mais, ce type, si tu vas dans la société, là où il vit, si tu vas là où il boit son verre, quand il finit de boire la nuit, quand il est en retour vers la maison, si tu vas voir là où il va passer le temps, là où il entretient la vie sociale, tu mets tout ça ensemble, tu te dis, comment un monsieur peut être aussi élégant dans ça? Il est aussi accompagné de telles médiocrités. C'est parce que nous avons pris au fait cette vérité qui commence par le campus, là où on enseigne l'académie ici, mais on prend la dignité de l'autre côté. Nous avons amené ça même sur le plan national de notre pays. C'est pourquoi chez nous, tu peux voir quelqu'un avec une belle maison, mais dès qu'il sort de sa barrière, il y a des poubelles, il y a des moustiques, il y a des égouts qui sont en train de faire passer de la merde. Et il va passer pour aller dans un beau bureau. Et quand il retourne sur son parcours, c'est le caca. Ça, c'est un peu ce qui nous met, nous les Congolais, en arrière. Et on se moque de nous. Moi, je me rappelle un président, je ne vais pas citer le nom, vous le connaissez. Pendant la campagne présidentielle, il a dit à sa population que les Congolais là, c'est qui? Eux, c'est la musique avec les pantalons au-dessus des ventres. Il est président, il a été invité à l'inauguration de notre président. Il a dit ça et on ne pouvait pas se défendre parce que quelque part, nous tous, nous savons, il n'a pas menti. Alors, nous vivons dans un pays qui s'appelle carrément Bloc 11. Ça veut dire que tu peux voir des moments de gloire, mais tu vas à gauche, tu vas voir, je te garantis, la pourriture.
Les gens qui sont en position d'autorité, qui prennent des décisions pour les fonctionnements de notre pays. Je me rappelle un leader grand connu au Katanga. Il est venu, il a fait un grand discours, j'étais jeune, sur la place de la Poste. Il est mort maintenant, ce monsieur. Grand leader katangais. Quand il a fini, les micros n'étaient pas encore décrochés. Qu'est-ce qu'il dit? Dit, munitafutie katoto kamoe ni nyoleshe mukongo. Et les gens ont entendu. Et vous vous rendez compte que le monsieur là, qui s'est battu avec le président Mobutu à l'époque, il finit un grand discours intellectuel. Et puis il dit, munipatie katoto kaloko ni nyoleshe mukongo. Et ça passait dans le micro. Et les gens rigolaient. Les gens commentaient même à la radio. Les gens parlaient de ça comme une bonne blague. Quelle médiocrité. Quelle médiocrité. Alors, j'interpelle les jeunes Congolais. Il faut que vous arrivez à ne pas accepter certaines choses. Même si tu es pauvre, même si ton entourage est pauvre, refuse cette médiocrité d'aller contaminer ton état d'âme. Moi, ça m'avait vraiment révolté. Je ne me voyais pas vivre, étudier 5 ans sous les campus quand j'avais vu ça. J'étais indigné. Je ne le savais même pas. Je retourne pour travailler dans mon pays, pour amener des choses qu'on a appris ailleurs. Et je suis vraiment, moi, préparé à enlever sur ma voie tout ce qui représente la médiocrité. D'ailleurs, en tant qu'enfant de Dieu, et avec l'expérience que j'ai accumulée ailleurs, j'interpelle tous les jeunes, surtout vous les chrétiens, n'ayez pas peur. Vous devez savoir que la médiocrité, ce n'est pas un cadeau de Dieu. C'est démoniaque, c'est pourquoi on a des écoles, et puis on a les bars. Et puis les locataires respectent l'église à côté des bars. Ils paient le loyer à la même personne, qui est chrétien aussi. Donc on n'a pas de respect pour soi-même. Le Congo, on pouvait l'appeler bloc 11, hein, parce que, franchement, il est voisin du bloc 10. Là où les gens, en même temps, veulent être reconnus dans le monde entier, on a la richesse. La richesse congolaise n'est pas les minéraux qu'on a. Ça, c'est une moquerie. La richesse congolaise, c'est la jeunesse, c'est les âmes qui marchent sur la terre, là où il y a les minéraux en bas. Si on pense que la richesse du Congo, c'est les minéraux qui sont en bas, en dessous de notre terre, que d'ailleurs, on ne sait même pas comment extraire, c'est déjà là où on est indigne. C'est là où on ne se respecte pas. C'est pourquoi là, on échoue même de comprendre que la dignité, c'est aussi une grande richesse qu'il faut avoir. On ne peut pas contaminer les citoyens et les citoyennes congolaises qui sont garants de la société de demain en leur donnant d'une main l'éducation et de l'autre récupérer la dignité et la confiance personnelle. Ça, c'est démoniaque. Je crois que ça va toucher quelqu'un et j'espère que ça touche quelqu'un. Et n'admets pas la médiocrité dans ta voie, sur ta voie. Ne l'admets pas. Jette ça loin de toi. Même si tu as une chemise, lave-la tout le jour, porte. J'ai dit toujours aux jeunes garçons, apprends à porter un sous-vêtement propre, même si personne ne voit ça. La dignité, c'est quand tu es seul avec Dieu. Ce que tu fais là, c'est là la dignité. Tu peux échouer, tomber, mais reste digne. Il faut refuser ce qui ne te ressemble pas, même si tu es pauvre. Alors, je salue tous ceux qui vont écouter cette vidéo et j'espère que ça va révolter quelqu'un et il y aura un changement. God bless. Comme moi aussi, je m'en vais à l'église. Priez toujours ce Seigneur qui nous ouvre la voie et qui nous enlève la peur. God bless you.